à tous et à toutes, venez lancer le 4e épisode d'Androtech, l'émission dédiée à Android. Cette émission est le fruit d'une collaboration entre Tech.tv et le site Frandroid. On remercie Gamio, un éditeur de jeux mobiles qui nous soutient et qui nous permet de réaliser ce numéro. Et justement, ils viennent de lancer un jeu qui s'appelle Gamio Racing, qu'on vous présente juste après le sommaire. Au sommaire cette semaine, une actualité dominée par la conférence Le Web qui s'est tenue il y a quelques jours à Paris et où les regards se sont tournés vers les 10 prochaines années connectées. Nous parlerons aujourd'hui d'Android 4.4.2, mais aussi de nouvelles Google Play éditions, de robots, et testerons le smartphone qui vise les petits budgets, le fameux Moto G. Le premier appareil de Google et Motorola sorti en France ne coûte que 169 €, mais doit-on pour autant le classer parmi les entrées de gamme? Ce sera notre question du jour. Pas de débat cette semaine, mais un quiz autour de l'univers d'Android pour briller pendant les dîners des fêtes. Et avant de se quitter, nous ferons le point sur le trophée Frandroid, où la lutte pour une place en finale est de plus en plus serrée. Et comme chaque semaine, je ne serai pas seul à présenter Androtech, j'ai avec moi toujours les mêmes, toujours cette équipe de passionnés, à commencer par Baptiste. Ouais, mais je garderai pas le chapeau. On a également Laure, notre responsable éditorial. Je crois que je vais l'enlever aussi. Pod, notre dompteur de trolls. Ouais, attends, je fais une partie, je reviens. Et Edouard, notre passionné d'Android qui est toujours en régie. Ouais, toujours, mais j'enlèverai aussi le bonnet, mais par contre, j'ai un t-shirt Android, donc ça va, ça équilibre. J'ai une question, est-ce que vous avez essayé le jeu de notre partenaire, le jeu Gamio Racing? Bah écoute, PO est déjà dedans, moi je retourne le battre, comme tout à l'heure. Ouais, c'est ça, c'est moi qui vais gagner. Du coup, comment est-ce qu'on peut décrire ce jeu? Je sais pas si vous voyez là. Voilà, c'est un jeu de course avec des petites cartes. On n'est pas obligé de jouer en même temps, donc c'est du multijoueur. Par contre, on ne joue pas au même moment et on compare les scores finaux obtenus par chacun. Du coup, vous pouvez inviter vos amis via les réseaux sociaux ou vous pouvez jouer tout seul face à votre fantôme pour vous entraîner. On n'est pas obligé d'utiliser son compte Facebook pour inviter des amis. On peut créer des comptes sans réseau social. On peut aussi trouver des joueurs sur Internet. Et puis, le principe, c'est quand même de défier ses amis. Donc, c'est de la course au tour par tour. Donc, le jeu est gratuit. Il y a un petit peu de paiement in-app. Mais le jeu est largement accessible sans rien débourser. Et il est en exclu sur Android, donc c'est pas mal. Effectivement. Laure, tu vas gagner parce que j'ai eu un appel de ma mère pendant que je jouais, du coup j'ai perdu un peu de... Toujours une histoire de maman. Hein. Du coup, on remercie Gamio de nous avoir permis de réaliser ce numéro et on passe tout de suite à l'actualité. Laure, quoi de neuf cette semaine? Eh bien, la première actualité de la semaine, c'est comme toutes les semaines, une mise à jour de KitKat avec la 4.4.2 qui est en train d'arriver sur les Nexus 4, les Nexus 5, Nexus 7 et Nexus 10. Ok, ben on va se tourner vers Edouard. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans 4.4.2? Alors en fait, le fait que cette mise à jour elle soit très proche de la 4.4.1, c'est surtout parce qu'il y avait une faille importante au niveau des SMS flash ou SMS de classe 0. Et donc Google a voulu le corriger très rapidement. Donc ils ont aussi profité pour faire quelques modifications et c'est aussi ce qui s'appelle AppOps, pardon. Alors AppOps en fait c'est une sorte de gestionnaire d'applications qui a été découvert sur Android 4.3, qui n'a jamais été officiellement annoncé par Google, mais en fait on pouvait totalement y accéder, sauf que là sur la 4.4.2, on ne peut plus du tout y accéder. Donc en gros c'est une mise à jour mineure d'Android qui apporte surtout des corrections de bugs et qui fait disparaître une fonctionnalité que les gens avaient trouvée dans la précédente version, qui permettait d'avoir un meilleur contrôle des applications. Voilà, typiquement, depuis cette application, on pouvait enlever des permissions à certaines applications. Par exemple, sur l'appli Humanoid ou Frandroid, on pouvait dire si l'application avait le droit de publier des notifications. L'avantage qu'avait AppOps par rapport aux applications concurrentes qui, elles, utilisent le root, c'est qu'en fait, quand on utilise le root et qu'on enlève une permission à une application, potentiellement, elle peut crasher, alors que la manière dont le fait Google l'empêche. Ok, l'empêche de cracher. Voilà. Et donc c'est peut-être quelque chose qu'on retrouvera dans les prochaines versions Android. A priori, c'est en bêta test. C'est sûr que ce sera dans les prochaines versions d'Android parce qu'en regardant l'API de 4.4, donc KitKat, il y a eu des améliorations là-dedans et Google avait simplement fait un commit donc, sur les différentes modifications sur le code. On voyait que Google avait volontairement essayé de couper l'accès. Ils n'y sont pas arrivés. Du coup, là, en fait, en 4.4.2, c'est vraiment faire en sorte que plus personne y ait accès.
Ok. On a également une autre nouveauté côté Google. Côté Google Play, plus précisément, alors avec une Google Play édition qui arrive, on connaissait déjà les Galaxy S4 chez Samsung et les HTC One qui avaient été présentés un peu plus tôt. Ok, donc c'est des versions versions Google, donc avec vraiment la dernière version d'Android, mais quand même. Et les mises à jour qui sont poussées beaucoup plus rapidement que si on passe par les opérateurs ou simplement par les terminaux en version nue. Avec toutefois les petites améliorations de chaque constructeur, par exemple les fonctionnalités sonores de HTC, des choses comme ça. Et là, cette semaine, on a vu arriver la première tablette Google Play Edition, qui est la G-Pad 8.3 de LG, et la première phablette avec le Xperia Z Ultra de Sony. Ok, donc comme on peut voir à l'écran, voilà, il y a la tablette de LG et le Xperia Z Ultra, donc une phablette et une tablette 8 pouces. Voilà, on conserve les mêmes caractéristiques. En gros, Google, ils prennent un téléphone ou un appareil qui leur plaît et ils en font un Google Play Edition. Une sorte de fer de lance de leur système d'exploitation, puisque là, ils sortent tous les deux sous KitKat, mais pas chez nous. Donc ces Google Play Edition sont réservés aux États-Unis. Donc les gens qui sont là-bas peuvent l'acheter pour $649 pour le Xperia Z Ultra et $349 pour la G-Pad Google Play Edition également. Directement sur le Google Play. Du coup, ça donnera un peu plus de choix aux personnes qui veulent développer. Voilà, c'est un outil pour les développeurs également. Ok, donc à côté du Nexus 5. La semaine dernière se tenait le Web, c'est une conférence qui a lieu chaque année à Paris, qui a été créée par Loïc et Géraldine Lemeur. Et c'est une conférence qui met au cœur du Web Paris. Donc c'est quand même, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent cette conférence. On le critique parce que c'est un événement quelque peu élitiste. Par exemple, l'une des grosses critiques, c'est le ticket d'entrée qui a plus de 3 000 €. Effectivement, mais moi j'y vais depuis 2-3 ans et c'est quand même voilà, c'est que ça donne un peu d'air, en tout cas à la scène française, parce que ça donne beaucoup de visibilité aux projets français. C'est une place pour l'écosystème pour s'exprimer, avec les startups, les investisseurs et tous les acteurs économiques du web, d'une façon générale. Voilà. Donc cette année, le thème c'était The Next 10 Years, c'est-à-dire les 10 prochaines années. L'objectif était d'avoir une réflexion sur qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines années. Il y a des questions du type, est-ce que vous pensez que le web sera mort, Internet sera mort dans 10 ans ? Bon, c'était des questions intéressantes. Les réponses étaient à peu près toujours les mêmes. Ça sera comme l'électricité. On ne parlera peut-être pas d'Internet, mais en tout cas, il sera omniprésent. Mais il y avait des réflexions aussi intéressantes sur plein de domaines. Le médical, on avait également les objets connectés, comme l'année dernière. C'est un domaine qui est très fort et qui monte en flèche. Il y a beaucoup de Français en plus. Ouais, tu as eu l'occasion de voir WeThings J'ai vu WeThings, j'ai vu Parrot, j'ai vu aussi... Et Netatmo aussi. Netatmo qui fait des stations de météo connectées, ils étaient également là. Et des thermostats, puis c'est quelque chose qu'on testera prochainement. Effectivement, on avait également Sense, voilà, j'ai dit avec Mother 2.0, beaucoup d'objets connectés. On a aussi parlé, bon après, c'est pas l'objet de cette émission, mais il y avait des sujets très intéressants. J'ai vu un magicien, par exemple, je ne me rappelle plus son nom, mais c'est intéressant parce qu'en gros, il utilise des nouvelles technologies pour faire de la magie. Et ce qu'il expliquait, c'est que les magiciens d'il y a 10 à 20 ans faisaient des choses qu'on peut aujourd'hui faire, nous, avec les nouvelles technologies qu'on a aujourd'hui, par exemple les réseaux sans fil, les objets connectés, etc. Et ils expliquaient que souvent les magiciens étaient précurseurs dans l'utilisation des nouvelles technologies. En termes de technologie. En termes de technologie, ils arrivent à faire ce qu'on fera peut-être dans 10 ans. Oui, voilà, il y avait plein de choses. C'est pas vraiment l'objet de cette émission. Moi, on pourrait en parler pendant 2 heures, mais je voulais rapidement parler de cet événement parce que pour moi, il est quand même très important et j'ai peur qu'il disparaisse. Parce que, comme vous savez, Loïc et Géraldine Lemeur ont vendu l'événement à Reed Exposition, qui est une société américaine. Et le contrat, je crois, les lie jusqu'à 2015. Donc, et je pense pas que l'événement aura autant d'ampleur sans les Lemeur. Je suis de ton avis et faut aussi dire que maintenant il y a le web à Londres qui risque de prendre de plus en plus d'ampleur, peut-être au détriment de l'événement parisien. Puis il y a des événements en Allemagne aussi qui sont beaucoup moins chers et qui commencent à avoir beaucoup de visibilité. Bon, on va pas pleurer. On a surtout une autre activité de Google. Allez, on retourne chez Google. Tu parlais de robotique, d'objets connectés. Il y avait beaucoup de robots aussi à le web. Et justement, ça reste une des thématiques qui sont les plus importantes chez Google. En ce moment, on parlait d'Andy Rubin qui avait un projet robot il y a quelques semaines. Il n'y avait pas trop d'informations. Mais là, on a quelque chose de sérieux à se mettre sous la dent puisque Google a racheté Boston Dynamics,
qui est une entreprise spécialisée dans la robotique, justement. Et on a entendu parler d'eux, on a déjà parlé d'eux, parce qu'ils ont un énorme contrat avec... Ils créent des animaux robots. Des animaux. Alors le dernier s'appelle, vous allez rigoler, il s'appelle Cheetah. Donc c'est un robot à 4 pattes qui, voilà, on le voit à l'image, qui a quand même battu un record de vitesse à 46 km/h à peu près. Alors là, ce qu'on voit, c'est en miles, ça doit faire à peu près 26 km/h. Normalement, il monte jusqu'à 29 miles. Ouais, la vidéo jusqu'à 40, jusqu'à plus de 40 km/h en pointe. Donc ça fait quand même une vitesse assez rapide. Donc c'est des robots qui sont... Usain Bolt, il est quand même bien moins rapide. 44 en pointe. 44 en pointe. Ouais. J'ai fait mes devoirs, j'ai vérifié avant. Sauf que contrairement à Usain Bolt, ces robots ils sont conçus pour la guerre et pas pour tuer, ils sont conçus pour transporter. Alors voilà, c'est ça, tu annonces qu'ils sont construits pour la guerre, c'est quand même quelque chose qui a réfuté toujours le fondateur de cette entreprise. La technologie à la base de Boston Dynamics, c'est une technologie qui fait que, par exemple, d'équilibre des robots. Par exemple, ils travaillent sur le fait que le robot puisse se déplacer en terrain accidenté, ou, par exemple, qu'on donne un grand coup de pied dedans dans le robot, et le robot, ils ont des chiens à 4 pattes qui sont capables de... Mais déjà, c'est un exploit d'avoir créé un robot quadrupède. De retrouver leur équilibre. Qui puisse courir. Oui, et surtout qu'en plus, maintenant, ils sont passés à la version bipède, et c'est ça qui est assez impressionnant. Et cette société, on la connaît bien, elle est assez connue. Elle a par exemple dépassé les 15 millions de vues sur YouTube, justement sur ses exploits, sur les vidéos de démonstration. Et je crois qu'il collabore avec le DARPA, voilà, qui est l'organisme qui travaille sur les nouvelles technologies du Pentagone. Voilà, c'est ça qui est un peu... Il y a un énorme budget qui est consacré d'ailleurs à ça. On a plusieurs robots, on a le Wildcat, on a l'Atlas. Moi j'ai une question. Et le bipède. Quel est l'intérêt de Google dans tout ça? On va vers des systèmes autonomes de la part de Google. Ça fait quand même la 8e entreprise spécialisée dans la robotique que Google rachète. Donc là, clairement, on a un mouvement vers ces systèmes intelligents. C'est pas exactement vers quoi on va. Et moi, je sais pas, est-ce que vous avez vu une petite chose qui se cache derrière cette information? C'est que c'est pas la première acquisition de Google dans la robotique, c'est la 8e. Ouais. Et la personne qui s'occupe du centre dédié à la robotique, vous savez qui c'est chez Google? C'est Andy Robin. C'est Andy Robin, donc la personne qui s'occupait de Google et d'Android et qui a changé de poste il y a 2-3 mois. Aujourd'hui, on ne sait pas de source sûre si ces achats sont liés avec les nouvelles responsabilités d'Andy, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que ce sont des sujets très, très, très connexes. Ouais. Et on peut penser, et c'est pas des sujets récents non plus chez Google, faut le remettre ça dans le contexte. On peut lier ça par exemple à la Google Car, qui est quelque part lui aussi c'est un robot. Un robot sur roue, voilà, quelque chose d'autonome. Donc évidemment, et quand on lit ça avec des problématiques beaucoup plus court terme de Google, on pense à Street View et avoir justement et on pourrait imaginer avec Boston Dynamics d'avoir des robots qui parcourent le globe et des régions inhabitées pour prendre des photos. J'ai vu que par exemple sur la Google Car, il y avait 20 microprocesseurs rien que dans le moteur. Donc ça montre quand même qu'on est très proche du robot, malgré le fait qu'on utilise le mot voiture. Voilà, c'est tout pour l'actualité. On passe au moment startup. Et comme chaque semaine, Baptiste nous a préparé un petit projet. Je ne sais pas s'il est petit, à toi de nous le dire. En tout cas, il est miniature. L'idée, c'est d'avoir un petit module qui permet de transformer n'importe quelle feuille de papier en avion télécommandé. Donc l'idée, c'est d'avoir une petite hélice, un petit module de commande qui reçoit les commandes du smartphone. Et donc ça coûte moins cher, j'imagine, qu'un drone. Ou qu'un avion télécommandé, voilà, c'est aussi plus fun et ça permet de transformer n'importe quelle feuille de papier. J'ai trouvé ça nickel. C'est un projet sur Kickstarter qui est pas fini. Et il reste 40 jours pour... Donc c'est Power Up 3.0. Pour participer. Le nom c'est Power Up 3.0, effectivement. Est-ce que tu sais pourquoi 3.0 Non. Non. C'est pas grave. Pas vraiment. C'est peut-être juste pour faire En tout cas, c'est encore un projet super qui marche super bien sur Kickstarter puisque du projet initial de 50 000 $, ils sont maintenant à 650 000 $ pour faire leur projet. Donc voilà, et vous pouvez participer. Et combien alors si on veut... Alors pour avoir un prototype En fait, il y a deux modules. Il y a la petite télécommande et il y a le moteur à l'arrière. Voilà, les deux sont connectés, mais c'est... Est-ce que vous pensez vraiment que le produit pourra être commercialisé auprès du grand public
Je sais pas, mais je trouvais que comme petit projet Kickstarter, je trouvais ça assez génial. Et c'est combien si on veut l'acheter? Alors, c'est pas acheté, hein, puisque c'est toujours le principe du projet Kickstarter. On devrait le recevoir quand même. Où l'on aide un projet à se réaliser. Il faut mettre 30 à 40 $ pour avoir ce petit modèle. Donc c'est quand même intéressant, c'est un gadget qui peut être sympa, peut-être pour les prochaines fêtes de fin d'année. Voilà, moi j'ai trouvé ça super mignon. Ah oui, j'ai oublié la livraison, c'est prévu quand? Ah, c'est toujours le problème des projets Kickstarter. On sait pas. On sait pas vraiment. On sait pas vraiment, donc 2014 on va dire, peut-être. Ok, on passe au test de la semaine. Et le test de la semaine, c'est le Motorola Moto G. Il est là. Est-ce que Laure, tu peux nous en parler avant de donner notre verdict? Alors, le Moto G, c'est donc le successeur du Moto X qui n'était sorti qu'aux États-Unis et au Canada. On va l'avoir en entrée de gamme à 169 €. Et pour ce prix, on a un écran de 4,5 pouces HD, avec un processeur Snapdragon 400, 1 Go de RAM, un capteur photo de 5 mégapixels à l'arrière, voilà. On va avoir une coque amovible. Donc on peut la changer, il y en a différentes en couleurs. Je vais essayer de l'enlever. Pas facile, c'est un trait de caractéristique de Motorola maintenant de pouvoir personnaliser son appareil. Ouais, tout à fait. Donc là on peut mettre des coques en couleur. Moi j'ai des ongles. Moi j'en ai pas moi. On va avoir de l'Android 4.3 à l'intérieur et une mise à jour vers 4.4 au début de l'année prochaine. C'est prévu pour le mois de janvier. Alors ça signe quand même le grand retour de Motorola parce que désormais Motorola est sous l'égide de Google. Voilà, c'est le premier smartphone, en tout cas le premier qu'on a en Europe, qui est issu de la collaboration entre Google et Motorola. C'est un peu le Nexus version Motorola. C'est intéressant, la coque est amovible, mais pas la batterie. Ouais. Okay. Et on a une batterie de je ne sais plus, et c'est Edouard qui va nous dire. C'est ça. Du coup, alors pour résumer les caractéristiques... Un écran Full HD, n'importe quoi. Ça, un écran HD, pardon. C'est plutôt rare sur ce type de téléphone puisqu'il est quand même à moins de 200 €. Une mémoire qui n'est pas extensible, on a du 8 ou du 16 Go à l'intérieur. Pas de port micro SD. Pas de port micro SD. On a quoi comme processeur? Un Snapdragon 400 à 1,2 GHz. 1 Go de RAM. Le Snapdragon 400 qui a été présenté cette année par Qualcomm, donc c'est un processeur récent. Et donc, Edouard, ça fait une semaine que tu le testes quand même. Tout à fait, et honnêtement, c'est une véritable surprise pour moi parce que, honnêtement, un téléphone à 169 €... Tu dis ça parce que c'est Google? Non, non, du tout. Sérieusement, il suffit de comparer. Il y a 2 émissions, on parlait des téléphones chinois, donc tout ce qui est Wiko, Alcatel, et justement, j'ai pris le temps de faire la comparaison, et il n'y a vraiment aucune matière à comparer. Donc là, on voit, c'est pas accéléré les images là qu'on voit. Non, 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 du tout. En termes de performance, c'est juste un excellent téléphone. Bon, alors, au niveau des benchmarks, il fait parfois le double des concurrents chinois. Mais globalement, moi, ce qui est intéressant, c'est surtout l'expérience utilisateur. Et c'est vraiment quelque chose qui est fluide. Alors, quelque chose qui n'a pas été précisé, c'est qu'au niveau de l'interface, c'est justement Android stock de base. Il n'y a vraiment rien. Il y a 2-3 applis de Motorola, mais c'est vraiment la base de la base. Et c'est au contraire une bonne nouvelle parce que, comme vous le disiez, les mises à jour, il y a 4.4 qui est prévu. Et du fait qu'il y ait moins d'éléments à mettre à jour sur le téléphone, ça va accélérer justement ce processus. Et d'ailleurs, sur l'entrée de gamme, c'est très très rare d'avoir des mises à jour. Donc tout ça fait que c'est... donc c'est le premier téléphone qui aura les mises à jour Google parmi les premiers, c'est ça? Voilà, avec ce prix, à ce prix-là. Tout à fait. Et donc les points forts, tu me citais l'écran, tu m'as cité le fait d'avoir les dernières mises à jour, tu m'as cité les performances avec le S400. Le design, t'en penses quoi? Alors le design, honnêtement, on aime ou on n'aime pas. Grosso modo, c'est tout en plastique. Voilà, moi ça, je m'en fous. Pour 169 €, c'est pas quelque chose qui est important. Non, pas trop là, non plus, ce que j'aime bien chez Motorola, c'est justement la volonté de se différencier de Monsieur Tout le Monde qui a un téléphone noir, blanc, gris. Là, eux, ils se disent, je vais mettre de la couleur. Et vu que ça utilise des coques, c'est un peu le... Mais les coques, tu les achètes où pour le moment? Je sais pas, mais c'est un peu le même principe. Parce que là, nous, on l'a acheté sur Amazon, le nôtre, et on a reçu qu'une coque avec. Non, mais ça peut s'acheter ailleurs comme on le faisait avant avec un 3310. Donc tout le monde pourra créer des coques. Voilà, c'est ça. Et surtout, c'est dire tout le monde n'a plus le même téléphone, tout le monde n'a plus un Galaxy S4, on en voit des dizaines qui ont le même. Là, les gens, ils vont pouvoir se différencier et je trouve que c'est un point positif. Ok, c'est vrai qu'à ce prix-là, c'est intéressant. On l'a tous pris en main, je ne sais pas ce que vous en pensez. Et alors, j'ai oublié de te demander, il a quand même des points faibles, non?
Ouais, le gros point faible, c'est l'appareil photo. Alors, ok, donc là j'ai quelques photos. Alors combien de mégapixels, mais c'est pas ça vraiment le problème. Donc ouais, les mégapixels. Alors ça c'est photo de PO dans les bureaux. Voilà, alors normalement si on zoome dessus... Vous m'avez pas prévenu. Et on peut zoomer dessus ou pas? Non, on peut pas. Non, on peut pas zoomer, mais bon en fait en zoomant dessus c'est absolument dégueulasse. Parce que là c'est pas mal au niveau des lumières, de balance des couleurs. Non mais ça c'est moi, c'est pas la photo. Ouais, c'est le sujet. Mais la colorimétrie, la balance des blancs est pas mal là. Là-dessus c'est pas mal. Par contre, dès qu'on passe à une photo de nuit, c'est juste ok, ça c'est une photo de nuit absolument horrible. En gros, il faut pas qu'il y ait aucun mouvement, et encore ça arrive à être dégueulasse. Mais c'est comme le Nexus 4 en fait, c'est-à-dire c'est bruité, c'est flou, c'est ça. Bah, ça me fait carrément penser au Nexus 4 avec la qualité pourrie. Et très commun avec le Nexus 4, sur les Nexus, on a une appli appareil photo qui est relativement nulle. Et je pense que Motorola arrive à peu près au même niveau, parce que à chaque fois qu'on appuie sur l'écran, c'est forcément prendre une photo. Si on veut juste faire le focus, eh ben on peut pas. Il faut essayer de glisser son doigt et tout ça. C'est vraiment. Ah, c'est pas évident. Là, j'ai essayé de faire une photo macro sur le bonnet de Noël. Il me sort un rouge. Et les yeux. Voilà, c'est pas du tout c'est un rouge fluo, pas du tout la même couleur que le bonnet. Mais bien souvent, c'est l'appareil photo qui pêche sur les entrées de gamme. C'est vraiment ça qui permet de créer une gamme aujourd'hui, je trouve. Généralement, on a vraiment de très mauvais appareils photo pour cette gamme de prix. Est-ce qu'on a mieux chez les autres? C'est là la question. Il filme quand même en 720p, c'est ça? Ouais, mais bon... Comme, de toute façon, vu que les photos sont pas terribles, généralement on dit aujourd'hui « Ouais, je peux remplacer mon appareil photo par un smartphone ». Ce ne sera carrément pas le cas d'un Moto G. Voilà, c'est vraiment, pour moi, le gros point faible du téléphone. Mais il y a tellement de points positifs, et notamment son prix, que voilà, c'est difficile de faire... Et tu lui as mis combien? Je crois que je lui ai mis 8 sur 10. J'ai particulièrement aimé l'autonomie qu'il y avait dessus. Le Nexus, c'est pas vraiment, du moins les Nexus, sont pas vraiment excellents dans le domaine, et là c'est vraiment largement meilleur. Est-ce que tu peux redire pourri? Encore une fois, j'aime bien comment tu le dis. Pourri. Pourri. Ok, on résume. Il a un design qui est très correct pour son prix, avec une bonne finition, ça craque pas. La coque est amovible pour personnaliser le téléphone. On a du S400 avec des bonnes performances. On a un écran qui est très correct. Ouais. Les dernières mises à jour Android. L'écran est tout à fait correct. Le seul petit truc, c'est que la luminosité est un peu faible, et du coup, quand on est en extérieur, c'est un tout petit peu limite. C'est vraiment le petit détail que j'ai à redire sur cet écran. Et le résumé de tout ça, c'est un rapport qualité-prix qui est vraiment excellent. Ok. Moi, c'est finalement le téléphone qui pourrait être sous le sapin. Bah, c'est le téléphone qui doit être sous le sapin. Pour les adolescents, pour les enfants. Voilà. En tout cas, nous, on a l'impression qu'il ne sent pas le sapin. Tout à fait. Non, mais bon, voilà, comparativement à Wiko, Alcatel, tout ça, bah, il n'y a pas photo. C'est vrai que la prise en main est très agréable, et c'est très intéressant d'avoir un téléphone de ce format-là. Pas seulement pour les adolescents, je veux dire, c'est aussi un format plus petit que le Nexus 5. Et donc pour toutes les petites mains qui trouvent le Nexus 5 trop grand, ou n'importe quel smartphone de la taille du Nexus 5, je veux dire le HTC One, le S4, etc., les personnes qui aiment les petits smartphones trouveront, je pense, leur bonheur dans ce téléphone qui est à la fois pas cher, 5, hein. Qui est à la fois pas cher et très sympa. Et puis il ne faut pas rêver, tout le monde n'a pas les moyens de mettre entre 4 et 700 € dans un téléphone. Et effectivement, celui-ci, il affiche un bon compromis en termes de prix. Par contre, un peu haut, en plus il est rigolo. Ouais. Par contre, un petit détail, le Moto X, ils avaient fait beaucoup de bruit autour du fait qu'on puisse faire des commandes vocales avec l'écran éteint. Ça n'existe pas sur le Moto G. De la même manière... Et Active Notification non plus. Voilà, parce qu'en fait, l'écran du Moto X, il est AMOLED, donc quand l'écran est noir, les pixels ne consomment rien. Alors qu'ici, c'est du LCD, donc c'est pas possible parce que ça consommerait trop. Voilà. Oui, et l'autonomie, oui, justement, elle est correcte. Ouais, elle est très correcte. Un jour, je ne l'ai pas trop utilisé et j'ai tenu 1 jour et demi, ce qu'un Nexus est incapable de faire. Sinon, en général, ça va être une vraie journée. Donc c'est très très bien. Qu'est-ce qu'on a en face? On a du Wiko, on a du Alcatel, Alcatel. Ce genre de choses, oui, les constructeurs chinois. Et je crois que là, ils n'arrivent pas à tenir le coup côté performance, parce que le Mediatek est largement moins bon que le S400. Ouais, on le voit au niveau de l'interface, simplement quand on navigue, quand on abaisse la barre de notification, des choses comme ça, ça lag un petit peu. Chez le Moto G, moi je ne l'ai pas ressenti, je pense que tu l'as pas ressenti non plus.
Non, tout à fait. Et tout à l'heure, je disais, l'expérience utilisateur est bonne et c'est vraiment le cas. Alors forcément, sur un Nexus 5 à côté avec un S800, on va voir la différence. Mais si on prend un Mediatek et le Moto G est largement supérieur. Ok, très bien. Depuis tout à l'heure, vous entendez peut-être quelques bruits, quelques vibrations. Alors, je tiens donc à remercier officiellement Charles qui vient de lancer un hangout avec 200 personnes. J'ai aussi reçu. Et dans les personnes invitées, il y a Edouard qui a synchronisé son compte, il y a Ulrich. Donc, merci Charles pour ce hangout avec 200 personnes qui te demandent tous d'arrêter ça. Et donc voilà, c'était. T'as quelque chose à dire, Baptiste? Ouais, j'ai quand même un point, un inconvénient qu'il fallait soulever, c'est l'absence de 4G. Ah oui, l'absence de 4G, effectivement. C'était dans les rumeurs, on l'attendait la 4G. On l'espérait puisqu'il y a très peu de smartphones actuellement à moins de 200-300 €. À ce prix-là, ça aurait été une vraie bombe avec BNU et compagnie, avec BNU au Free Mobile, qui lancent leur 4G sur les forfaits à petit prix. Là, ça aurait été vraiment très intéressant. Ça aurait pu faire des packs d'enfer. Bon, bah dommage pour la 4G. Ouais. En tout cas, ça reste un téléphone incontournable et accessible à beaucoup de poches. Ouais, c'est son principal intérêt. Et on vous le conseille? On conseille à tout le monde? On le conseille. Carrément. Surtout, on ne peut pas conseiller autre chose. À ce prix-là. Très bien, bon, c'était le test du Moto G. Et cette semaine, pas de débat, c'est trop sérieux pour les fêtes de fin d'année. Du coup, on a créé une nouvelle catégorie, on a introduit une nouvelle catégorie qui s'appelle les quiz. Et l'objectif est que chaque membre de l'équipe pose des questions au reste de l'équipe. Vous allez comprendre tout de suite. Je vais commencer par Baptiste. Est-ce que tu as une question à poser ? On ne connaît pas la réponse, je précise. Voilà, bon alors je commence avec ma question. J'espère que justement vous ne connaissez pas la réponse. Ma première question, c'est est-ce que vous savez qu'il y a une entreprise qui n'a rien à voir avec Android et qui bénéficie de revenus sur chaque vente d'Android? En gros, tu es en train de nous dire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui se fait de l'argent sur le dos de l'argent sur le dos d'Android? Sur le dos d'Android. Ouais, on connaît tous la réponse, mais... Ouais, alors moi je la connais, c'est Microsoft. Effectivement, Microsoft, c'est la bonne réponse. Mais Microsoft... Yes. Ok, un point pour PO. Microsoft, on dit qu'ils se font plus d'argent sur les revenus liés au brevet avec Android qu'avec les ventes de Windows Phone. Et c'est pas mal, ça fait longtemps qu'on en parle. Hein. Chaque mois, quasiment, il y a des procès qui ont lieu partout autour de la planète. Et ils obligent même, ça leur permet même d'obliger des anciens partenaires à faire du Windows Phone. Bah oui, c'est le cas avec HTC. Justement, cette petite guerre de brevets et de partenariats a même permis à Microsoft de négocier le fait que HTC fasse à la fois du Windows Phone et de l'Android. Ouais. Et justement, je crois que Microsoft, c'est une rumeur, a proposé $1 milliard à Samsung, non? Pareil, ouais. Pour faire du Windows Phone. Bon. Là, tu me... Ça en dit long sur l'état je crois que c'est une rumeur que j'ai lue, mais... Du moins, ils en ont fait ça que pour l'Active S, ou il y avait d'autres téléphones? Non, c'est une rumeur actuelle, mais bon. Mais il y a un truc intéressant à dire sur le sujet, c'est que récemment, un tribunal allemand qui a tranché en faveur de plusieurs constructeurs Android sur le fait que Microsoft n'avait absolument pas le droit de demander des royalties, puisqu'en fait, en gros, ce sont des menaces de procès. Donc ça pourrait être caduc. Pour non-respect des brevets que Microsoft a déposés sur certaines choses. Et il se trouve que, aux yeux de ce tribunal allemand, l'ensemble, enfin aucun des brevets que Microsoft a déposés et dont il se sert pour menacer les constructeurs Android n'est innovant. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu antériorité sur la technique décrite dans le brevet. De toute façon, c'est quelque chose qu'on suit souvent, ce type d'affaires. Bon, on va passer à la question suivante. C'est Laure. Moi, c'est un petit peu plus léger. Est-ce que vous savez d'où vient la mascotte Bugdroid, la mascotte d'Android? Ah, il y a plein d'origines différentes. Ah, il y en a une Il y a du jeu vidéo. Bah oui. Enfin, mais il y avait la dernière rumeur, je ne sais plus, elle concernait, je sais plus. Je ne me souviens plus non plus, mais elle m'avait surpris parce que moi j'étais resté sur le personnage de jeu vidéo. Edouard, tu sais ou pas? Non, mais je crois qu'il n'y a pas d'explication vraiment officielle. Non, il n'y a rien d'officiel. Je crois que Google avait donné une explication sur... Non, c'était un googleur. Un googleur sur le Google+. Avec différentes versions du personnage Bugdroid. Mais finalement, quand on regarde, c'est quand même le jeu Atari Gauntlet qui ressemble le plus. J'ai trouvé la news. C'était une news qui datait d'octobre qui disait que la mascotte Android aurait trouvé ses sources dans les toilettes publiques. Elle était bonne aussi, effectivement. Parce qu'il cherchait une forme simple. Oui, tout à fait. Mais il y a plein de. Donc, et le jeu vidéo, comment il s'appelait? Gauntlet.
qui date des années 90 sur Atari. Et franchement, quand on regarde le petit visuel, c'est lui qui ressemble le plus. Ouais, c'est assez criant. Ouais. Bon, on va passer à une autre question. C'est la question de Pod. D'accord. Moi, j'ai une question un petit peu private, mais ça va me faire plaisir qu'on m'explique la réponse. Est-ce que l'un de vous a idée du nombre de figurines Bugdroid que Edouard a chez lui? Je sais pas, mais il en reçoit chaque semaine, je crois. Je sais même pas s'il sait la réponse lui-même. Si, il les a comptés? Non, je sais même pas exactement parce que j'en ai un peu de partout, mais grosso modo, je sais à peu près combien. Moi, je dis 90. Non, plus. 120. Je sais pas, mais avec les paquets qu'on reçoit chaque semaine, c'est assez fou. Non, grosso modo, je vous donne la réponse, c'est à peu près 120. En fait, ce qui se passe, c'est que la figurine Android, elle est sous licence Creative Commons, et donc il y a un designer qui s'appelle Andrew Bell qui a décidé d'en faire des figurines. Et en fait, il y a eu un tel succès qu'il y a eu plusieurs séries, donc il y a 4 séries pour l'instant, et même des séries non officielles, du coup ça fait vraiment beaucoup de figurines. À cela se rajoutent des figurines que Google commande en son nom. On les voit sur les photos, les figurines. Voilà, et donc du coup ça fait qu'il y a un véritable marché pour ces figurines, autant des figurines custom que des normales, sachant que celles qui sont les plus difficiles à trouver peuvent s'échanger sur eBay jusqu'à 800$. Donc en gros, une figurine comme ça coûte... T'es en train de nous dire qu'on peut te cambrioler et que ce sera assez rentable. Ouais, non. Et la prochaine question, on va parler des t-shirts d'Edouard? Non, Edouard, t'as une autre question? Ouais, moi j'ai une question. Alors, sur Android, vous savez qu'il y a la gestion des utilisateurs, donc on a l'utilisateur normal et il y a aussi l'utilisateur invité. Mais si je vous dis que dans le framework, donc Android en lui-même, il y a d'autres types d'utilisateurs, est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut être? Un grand silence dans le studio. Je pense que le premier PO, tu le connais. Ouais, il y a les singes. Ouais, c'est le Monkey. Ah, Monkey, ça sert à quoi? Alors en fait, tu le vois sur la vidéo, en fait, le test du singe, c'est un test qu'on fait sur les applications et qui permet en fait de voir si... Alors là, c'est pas en accéléré, hein, c'est en temps réel. En fait, c'est taper de partout sur l'application et faire en sorte qu'elle crache pas. Okay. Bon, en l'occurrence, là, elle crache pas, donc ça va, c'est plutôt bien. Et du coup, dans le framework, on peut dire... is user a monkey? En gros, est-ce que l'utilisateur est un singe? C'est tout simplement pour faire en sorte que quand il y a ce test, il n'y ait pas l'application fasse pas, envoie pas des trucs sensibles, par exemple. Alors, est-ce que tu as un autre type d'utilisateur? Ouais, il y en a un second. Est-ce que vous avez une idée? Et ça, par contre, c'est valable sur... Est-ce que c'est un animal? C'est encore un animal, ouais. Est-ce qu'il est bipède? C'est-à-dire... Est-ce qu'il marche à 4 pattes ou à 2 pattes? 4. Est-ce qu'il a des cornes? Est-ce qu'il est carnivore? Ouais, bon, on va pas y rester pendant 3 plombs. Non, en fait, c'est ça, je vais vous le montrer. Alors, donne-nous le nom et nous, on va essayer de deviner à quoi ça sert. Ouais, je vous le montre, là, c'est sur Chrome. C'est un goat, donc une chèvre. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tout simplement sur Chrome ou sur Android, on peut savoir si l'utilisateur est une chèvre. Alors, en l'occurrence... C'est un peu insultant quand même. Tout à fait. Mais bon, dans le framework, il y a écrit « Est-ce que l'utilisateur est une chèvre ?» et ça dit de base « Non ». Donc, en l'occurrence, il n'y a pas de souci. Donc, c'est aussi dispo sur Chrome. Et en gros, ça sert à peu près à rien. Le truc, c'est quand on lit la documentation officielle, c'est est-ce que l'utilisateur qui fait cet appel à cette méthode est sujet à faire des téléportations? Donc, est-ce qu'il va se téléporter? En l'occurrence, quand on va sur Chrome, c'est dans le Task Manager, on voit que le nombre de chèvres qui ont été téléportées est absolument dingue. Donc, il se passe des trucs dans Chrome, mais je pense qu'on l'a jamais... En gros, les ingénieurs de Google, quand ils ont du temps à perdre, et ils codent. Voilà, du coup, Android, c'est une histoire d'amour entre des robots, des singes, des chèvres et des humains, quoi. Ouais, c'est ça. C'est beau. Une grande famille. Bon, j'ai une petite anecdote assez marrante, justement. Je vais changer ma question, parce que... Oh là là, il Vous savez, en France, les forfaits Orange s'appellent Origami. Je parle pas des soldes, je parle vraiment des vrais forfaits avec engagement. Est-ce que vous savez si, selon vous, quel est le nom dans les autres pays européens? Et c'est le même nom dans tous les autres pays européens. Sauf en France. Cette colle, je sais pas du tout. Et ça marche très bien, ça cartonne ce nom. C'est une liste de noms qui cartonne. Aucune idée. Moi je donne la langue au chat. Caribou?
Et bah en fait, t'as à peu près raison, c'est des noms d'animaux. Et tu peux acheter un forfait singe, un forfait girafe, etc. Un forfait chèvre? Est-ce qu'il y a des forfaits chèvres? Moi j'aime bien les forfaits chèvres. Il y a sûrement des forfaits. Tout seul. En fait, ça dépend des pays. Et d'après ce qu'on m'a dit d'une source qui est inconnue, je ne vais pas donner son nom, l'idée vient d'Orange UK, donc qui est l'origine de la société Orange, qui a été rachetée par France Télécom. De la marque Orange, ouais. Et de la marque Orange, et ça a été mis en place dans tous les pays, en Pologne, en Espagne, etc. Et ça marche, ça cartonne. En France, ils ont fait des tests utilisateurs, c'est ce qu'ils font quand ils font des noms, ils donnent des noms de forfaits, de noms de produits. Et ça n'avait pas du tout fonctionné dans les tests utilisateurs. Bah non, on n'aime pas se faire traiter de pigeon. Non. Et en fait, pourquoi ça n'a pas fonctionné à votre avis? Vous n'avez aucune raison? Bon, en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'après, ils sont rentrés dans les détails de l'étude parce qu'ils n'ont pas compris pourquoi il y avait des résultats aussi catastrophiques. Et les équipes françaises du marketing d'Orange n'aimaient pas trop qu'on leur pousse des idées extérieures. Ils voulaient avoir leurs propres idées, les idées origami. Et ils avaient utilisé des noms d'animaux de basse-cour dans les tests utilisateurs. Et du coup, ça avait donné des mauvais résultats. Effectivement, mais donc c'est sûr, le forfait dindon, ça fait pas rêver. Bon, on va passer à une autre question. Et Baptiste. Alors oui, ma deuxième question, c'est est-ce que vous savez est-ce que c'est chez les hommes ou chez les femmes que Android est le plus populaire? Moi, j'aurais tendance à dire qu'avec 75% de part de marché, tu as a priori une répartition statistique assez uniforme. Mais moi, j'ai envie de dire aussi, c'est une des seules plateformes mobiles où il y a de la pornographie. Donc, oui, c'est les hommes? Oui, mais on aurait pu penser que justement, avec des mobiles assez féminins qu'on peut customiser, etc. Alors ça, c'est sexiste. Attends, c'est sexiste. Pas le rose, la cible féminine, Android aurait pu être aussi très populaire chez les femmes. Mais il y a beaucoup d'études, il y a plusieurs études qui montrent que Android est plus populaire chez les hommes. Bon, mais le Moto G va peut-être un petit peu aider aussi à démocratiser Android chez les filles. Il n'y a pas de raison. Par rapport à la blague de PO. Avec la coque rose? Tu fais une blague? Verte. Ah, parce qu'il était... Ah, oui, parce que Moto G... Ok, on va passer à notre question. C'est Laure, vas-y, ta deuxième question. Moi, je vais vous parler selfie. Donc, vous savez que le mot selfie est entré au Oxford Dictionary cette année. Tu nous rappelles ce que c'est? Un selfie, c'est cette petite photo qu'on prend en faisant ça. Voilà, comme PO le fait. Ok, et juste... Elle est géniale. Hein. Je sais pas si on peut... Voilà. Ah, vous avez mis un chien. Et du coup, alors, maintenant, ce qu'on sait... maintenant qu'on vous a vu faire un superbe selfie. Laure, elle voulait poser sa question. Alors, et maintenant on l'a complètement piraté la question avec notre du selfie. Plaît-il ? C'est quoi ta question? Alors, ma question, c'est, puisque les selfies sont extrêmement à la mode depuis cette année, est-ce que vous savez combien il y en a sur Instagram? Je pense que les Japonais sont en tête. J'ai pas du tout la répartition géographique. Non, mais il y a des gens qui prennent des selfies tous les jours, donc forcément. Est-ce que les selfies dans le miroir, ça compte comme des selfies? Ah oui. C'est sur les hashtags qui sont mis par les gens. Parce que sinon, c'est un peu compliqué. Donc, c'est se mettre selfie en se prenant les doigts de pied en photo. En tout cas, l'ordre de grandeur, pour moi, ma réponse, c'est un ordre de grandeur du million. Au milliard? Non, il y a 16 milliards de photos sur Instagram et il y a environ 41 millions de selfies. En tout cas, avec des hashtags relatifs à selfie, pas seulement selfie. Selfie tout court, hashtag machin, c'est à cause on du va en hashtag. avoir 35 millions. Donc alors mettez tout le temps des hashtags selfie sur vos photos selfie. Par contre, la croissance est de l'ordre de 200% en 2013. C'est pas mal. C'est vraiment un sujet qui trends. Ok. Pod, t'as une question un peu moins selfie? Un peu moins selfie, effectivement. Est-ce que vous savez dans quelle entreprise travaillait Andy Rubin avant de fonder Android Inc? Moi, je peux dire dans l'entreprise où il voulait travailler. Non, il a travaillé chez Microsoft. Il a travaillé chez Apple au tout début, non? Ah non, chez Apple. Les deux. Et Microsoft. Non, et alors, à ma connaissance, il n'y a pas de Microsoft, mais par contre, effectivement, il a travaillé un temps chez Apple, mais c'est pas l'entreprise pour laquelle il travaillait juste avant de fonder Android. Il travaillait chez Danger, oui, c'est vrai. et avec le Danger OS, qui était déjà à la base un OS qu'on programme en Java, et il travaillait notamment sur les terminaux comme le Sidekick, qui a été extrêmement populaire en Amérique du Nord, et qui ressemble un tout petit peu quand même au HTC G1, au HTC Dream.
Ouais, effectivement, le Sidekick... Qui est moche. Pardon. Non, mais il fonctionnait très bien parce que les gens adoraient écrire des textos avec. Exactement, et le clavier physique, sur toute la longueur du téléphone, permet d'écrire des SMS extrêmement vite, ce que certains apprécieraient, ceux qui se taguent notamment en selfie sur Instagram, a priori. Et ok, très bien, c'est intéressant, mais je pense que ça, on pourra en parler plus en détail de la genèse d'Android. Ce sera probablement le sujet d'une autre émission, mais... Il y a pas mal de choses à dire. Edouard, tu as une deuxième question? Ouais, bon, elle est un peu moins bien que la première, j'avoue. Mais en gros, sur le Bluetooth, dans les définitions du Bluetooth, il y a un certain nombre de terminaux, d'appareils qui sont certifiés. Est-ce qu'il y en a un qui est assez peu connu? Est-ce que vous avez une idée de ce que ça pourrait être? Sachant que c'est du coup aussi supporté dans Android, on est OK là. Des chemises? T'es pas très loin. Des chaussettes? Ah, des slips. Oui. Ça a un rapport avec les vêtements. Des cintres? Des lunettes? Les glaces, c'est supporté comme un casque aussi, mais non, c'est pas ce que je voulais faire dire. Et intéressante ta question, mais... Voilà, on n'a pas dit. Ouais, bon, je vais vous dire la réponse. En fait, bientôt, ou un jour, qui sait... Des figurines. Vous allez pouvoir... vous allez pouvoir utiliser votre Android pour envoyer du Bluetooth vers des vestes. Et ça, c'était un truc que personne pense généralement quand on dit Bluetooth, what the fuck. Ouais, on va pouvoir prendre des vestes connectées. Voilà. Non, mais justement, j'ai une question, moi. C'est ma prochaine question. Vous allez comprendre qu'elle a un rapport avec les vestes. À votre avis, à quoi peut servir un soutien-gorge connecté? Parce qu'il en existe. Il en existe déjà. Plusieurs sortes même. Pour détecter le cancer des boobs? Ça peut être aussi médical, t'as raison. Mais c'est pas le cas des premiers. Il a été d'ailleurs créé pour cette occasion, pardon, docteur prof. L'idée, c'est d'envoyer un tweet aux femmes qui le portent pour leur faire penser de faire leur petit examen régulier pour vérifier qu'elles n'ont pas de problème. Et donc, ça fait partie de la lutte contre le cancer du sein. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Mais il y a d'autres choses. Il y a je dirais même des soutiens-gorge que peuvent porter les hommes. Mais je parle pas des hommes comme Steve Wozniak. Tant de poids que ça. Non. Je parle des hommes qui sont sportifs en fait. D'accord. Et ces soutiens-gorge sportifs, c'est Numitrex qui fait ça. Et l'idée, c'est de pouvoir avoir son rythme cardiaque, etc. Et c'est pris directement via le soutien. Ok, en fait, c'est un petit peu comme les bracelets, mais du coup, forcément avec une intégration plus poussée autour de l'athlète. Voilà, et t'as pas besoin d'avoir quelque chose autour du bras. Et centré autour du rythme cardiaque. Voilà, il y a le rythme cardiaque, etc. Et il y a Microsoft qui travaille aussi sur un soutien-gorge connecté. Ouais, j'en ai entendu parler. Donc là, c'est plutôt pour le stress. On ne sait pas vraiment. Non, effectivement, mais le stress, etc., la santé, en tout cas, c'est vrai que si on peut mettre du connecté dans quelque chose qu'on a l'habitude de déjà porter, et pas forcer les gens à porter des lunettes s'ils n'en portent pas, ou des bracelets ou des montres s'ils n'en portent pas. Il y a des habitudes dont tu ne m'avais jamais parlé. Non, moi je ne porte pas de... Mais j'attends d'avoir une veste connectée. Mais je préfère un slip même. Tu veux savoir quoi dans ton slip? Bon, voilà, c'est tout pour le quiz. On passe maintenant à la partie application. Et c'est parti pour la partie application. Pour rappel, j'ai demandé à chaque personne de l'équipe de sélectionner une application à vous présenter. Je commence par Baptiste. Eh ben moi, mon credo, c'est les petits jeux addictifs. Et celui de cette semaine, c'est Greg. C'est fait par un éditeur. Un grand éditeur, puisque c'est Namco de Bandai. Donc on voit à l'écran le jeu Greg. Alors le principe, on a un piaf qui doit traverser l'écran et partir de la gauche vers la droite. Et nous, on est un petit bloc et on doit réaliser rapidement des petites actions pour permettre au piaf de traverser l'écran. Alors, c'est Edouard qui a fait les enregistrements d'écran, il est vraiment nul à ce jeu. Non, c'est Baptiste. Non, c'est moi en plus. Ah, c'est toi, Baptiste. Et donc, on doit pousser des caisses, faire voler des dés pour justement faire que le chemin du piaf... D'aider
Parce que là, c'est Greg. Là, je comprends plus. DD, Greg. Des dés à jouer. Et pour faire que le chemin du Piaf soit le plus fluide possible. L'application est gratuite pour le premier niveau et après on a un peu d'achat in-app à 99 centimes pour justement finir tous les niveaux. Ça c'est le jeu qui est intéressant pendant les repas de famille un peu longs, mais il faut être discret sous la table. Ça sent le vécu. Hein. Et Laure, justement, t'as un autre jeu? Ah bah moi pareil, hein, si tu veux te cacher sous la table pour faire des jeux, c'est parfait, c'est Cut the Rope en Holiday Gift. Ok, donc Cut the Rope est revenu pour la fin d'année. Ouais, donc c'est l'édition de Noël, pour les fêtes de fin d'année. On a le sapin en fond d'écran, c'est pas un nouveau jeu, on n'a pas le Cut the Rope 2 qui a été annoncé il y a quelques jours, qui devra attendre le début. C'est juste des niveaux exclusifs. Ouais, pour la fin d'année. Il est sympa, on mange toujours des bonbons, il est rigolo, voilà, il occupe bien. Bonbons. Il est gratuit aussi et il y a 75 niveaux qui sont gratuits et pour en avoir 300 de plus, il faut payer 89 centimes. C'est mieux que Namco ça. Ouais, t'as vu. Edouard, est-ce que tu as un jeu? Je crois pas. Non, moi je fais que des applications. Voilà. Non, si vous vous rappelez, la semaine dernière et même la semaine d'avant, je rageais après Allociné et RATP. Tu rageais beaucoup, hein? Ouais. T'es un rageux, hein? Carrément. Et là, je rage après SoundCloud. Le service en ligne est super cool, ça permet d'écouter de la musique. Par contre, leur appli, elle est totalement pourrie. Et tu vois, à nouveau pourri, PO. Et donc, sur l'application que je vous montre aujourd'hui, c'est un client non officiel et qui fait en gros tout en mieux. Les fonctionnalités, il y en a beaucoup plus. Ça s'appelle MyCloud Player. C'est exactement ça, merci. Et donc, ça fait, voilà, vous écoutez votre musique, il y a des widgets, il y a l'accès aux commentaires qu'il peut y avoir, il y a vraiment tout ce qu'il y a sur le site, mais en largement mieux que l'appli officielle. Voilà, et c'est gratuit, je crois qu'il y a quelques pubs. Il y a même quelques petits trucs sympas, genre on peut streamer sur XBMC qui est un media center. Donc, ça c'est frais. Et SoundCloud qui commence à prendre de plus en plus de place et même à faire peur aux radios, mais... Surtout que t'es gratos en fait. Pod. Ton appli. Ouais, après les fêtes de fin d'année, il faut faire un petit peu d'effort pour garder la ligne. Donc j'ai choisi de parler d'un duo d'applications. Donc il s'agit de Moves, l'application. Si comme moi, vous n'avez pas encore investi dans un bracelet qui mesure, qui fait podomètre ou ce genre de choses, Moves le fait sur votre téléphone et ça marche plutôt très bien. On fait quoi avec son téléphone? Courir, marcher. Et on peut le mettre au niveau du bras? C'est quand même mieux de le garder dans la poche. En fait, l'idée de cette application, c'est de se faire oublier. Ton téléphone, tu le mets là où tu le mets d'habitude. Je pense plutôt au sac à main et à la poche que ce que tu es en train de penser. Et la batterie alors? Et en fait, justement, l'idée, c'est que contrairement à des MyTracks ou autres, l'application, elle prend des données que de façon sporadique. Okay. Ensuite, tout est uploadé sur un serveur et là, les données sont consolidées. Donc, c'est-à-dire quand, typiquement, quand on a marché 5 minutes, il n'y a eu que 2 points de GPS et pas 10 000 parce que comme si c'était MyTracks ou autre. Et donc, le serveur va consolider ces données et détecter qu'on a marché pendant 5 minutes. Précis Assez, ouais. Parce que MyTracks, moi j'adore l'utiliser, c'est au ski. Et justement, il y a effectivement la saison. Ouais. Mais là, l'idée, c'est vraiment de se faire oublier. MyTracks, on le lance quand on va courir, on le lance quand on va faire du vélo. Là, l'application, elle est en dormant sur le téléphone et donc elle mesure aussi quand on marche. Et je la trouve très bien. Cependant, elle n'est pas tout à fait complète parce qu'elle permet de faire des bilans seulement journaliers. Moi, j'aime bien savoir, faire des bilans hebdomadaires, voire mensuels. Et depuis peu, il y a des API qui sont disponibles pour cette application et il y a un site qui s'appelle Moves Export qui est en tiers partie et qui permet d'afficher nos statistiques personnelles de façon quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle. Du coup, c'est gratuit et gratuit. Moves. Ouais, par contre, tu me disais pas qu'au niveau consommation de batterie, c'était un peu... Ouais, il y a eu une mise à jour. L'idée de base de Move, c'est, comme je disais, de rester dormant et de faire relativement peu d'appels au GPS. Du coup, tu peux laisser même allumer toute la journée. Mais elle est allumée, elle roule en et ça ressemble un peu à Google Latitude. Et effectivement, il y a eu une mise à jour récemment qui a augmenté la consommation de batterie, mais maintenant c'est réparé. Et effectivement, ça se rapproche d'un Google Latitude. Ok. Et mon application, elle est liée à Noël, c'est le Santa Tracker que chaque année Google nous sort. Et en gros, l'objectif est, depuis son smartphone, de suivre l'évolution du Père Noël en fonction des fuseaux horaires. C'est marrant pour faire rigoler les enfants, même les grands enfants. Qu'on est tous.
Et là, il y a des petits jeux en plus. En plus, cette année, il y a des petits jeux qui sont marrants. Et pareil, pendant les repas de famille, c'est pas mal ça aussi. C'est un peu répétitif. Tu t'ennuies toujours? Non, je plaisante. C'est un peu taquin, alors que j'adore les repas de famille. Et enfin, l'application de notre partenaire, on l'a introduit au début de l'émission, c'est Gamio Racing. Et cette application est également gratuite. Et c'est un jeu du même type que les vôtres. C'est un genre d'asphalte d'ailleurs, hein, c'est le même type de course. Asphalte un peu plus fun, ouais. Ce qui est plaisant, c'est qu'on joue en multijoueur, mais on n'est pas obligé de jouer en simultané, puisque ça marche sur le principe de défi. Donc moi j'ai défié Baptiste, et je pense qu'il va devoir passer le week-end pour pouvoir me battre. Ok, en plus il y a je sais pas combien de circuits, ils ont vraiment fait du beau boulot sur les circuits. Et après les applications, on passe au trophée Frandroid. C'est bientôt terminé. Laure, tu nous fais un récap? Oui, on en est aux demi-finales. Donc en quart de finale, on a vu 4 smartphones partir, c'est-à-dire le Galaxy S4 de Samsung, le Note 3, mais aussi le Moto G qui était une bonne surprise, et également le Xperia Z. Ok, donc Samsung quitte la course. Samsung quitte la course, Motorola aussi. On garde du Sony avec le Xperia Z1, du HTC avec le One, le Nexus 5 et enfin le G2 chez LG. Voilà, okay. Les demi-finales, ça donne quoi? Les demi-finales, c'est le Xperia Z1 contre le LG G2 et puis le Nexus 5 contre le HTC One. Et ça promet d'être serré entre les deux. Du coup, on a du coréen contre du japonais et du coréen contre du taïwanais. Oui, c'est ça, c'est ça. Ça va s'annoncer serré. Est-ce que vous pouvez donner un pronostic sur le gagnant, selon vous? Moi, je pense que ce sera le HTC One. Peut-être le Z1 quand même, qui puisse... Le Z1 Non, c'est le G2. Et le G2? Et Edouard, toi? Moi, mon cœur, il balance entre le Nexus 5, j'allais dire Nexus One, et le HTC One. On va choisir entre les deux, là. Et toi, alors? Et moi, c'est le HTC One, mais j'arrête pas de le répéter. On peut me critiquer, on peut dire que je suis un vendu, mais pour moi, c'est le téléphone de l'année. On verra ça. Et bon, voilà, c'est tout pour ce 4e épisode. Je vais remercier toute l'équipe sur le plateau, avec Laure, Baptiste, Pod, et également Edouard. Salut. Ça, c'est un au revoir dynamique. Salut. Ouais, salut. Ouais, salut. bon. Je sais pas quoi dire. On a également Edouard Marquet, les deux Edouards, voilà. Également Olivier Rousseau, notre réalisateur. Et on va également vous remercier d'avoir suivi toute cette émission. Et sans oublier notre partenaire Gamio qui va lancer son jeu Gamio Racing qui nous a permis de réaliser cette émission. Baptiste, tu avais une petite chose à dire aux spectateurs? Abonnez-vous. Oui. Vous pouvez vous abonner à la chaîne tech.tv et à la chaîne YouTube de Frandroid. Et vous pouvez aussi partager vos retours avec le hashtag AndroTech sur les réseaux sociaux. Le hashtag selfie, ça marche aussi. Selfie aussi. Et le hashtag selfie, si vous voulez participer aux statistiques sur Instagram. Comme ça, Laure aura d'autres chiffres à nous donner. Et on vous souhaite des joyeuses fêtes de fin d'année et on vous dit... à l'année prochaine. À l'année prochaine. Bye bye. Quand est-ce qu'on s'arrête?